Yann. On va parler d'un livre blanc dans le luxe que tu as réalisé avec notre ami Minter Dial. Avec plaisir. Alors on a 9 points que vous avez remarqués avec Minter sur le travail des marques de luxe en Europe auprès des influenceurs. Alors quel est le premier point? Je crois que c'est la portée ou la pertinence. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les marques de luxe sont souvent tiraillées entre une base d'acheteurs qui est très réduite et une communauté de fans qui est très large. On a par exemple parlé avec le CMO de Aston Martin qui vend 7000 voitures par an mais qui travaille avec une communauté sur Facebook de plus de 7 millions de fans. Et toute la question qui se pose et qu'on soulève, c'est à quel moment est-ce que je dois investir mon euro de marketing pour développer des fans qui ne vont pas forcément devenir acheteurs de voitures ou dans quelle mesure est-ce que je dois allouer cette ressource auprès des gens qui sont ma cible de clientèle réelle. Alors la question en fait de fond, c'est que est-ce qu'un client est un prescripteur ou est-ce qu'un prescripteur est un client? Oui, un client est sans doute un prescripteur, mais il y en a très peu. Et le prescripteur n'est pas forcément client. Donc à quel moment est-ce que cet écosystème il devient vertueux et quel est le modèle? Et Simon Proul de Aston Martin explique très bien qu'ils ont 2 stratégies de marketing et 2 canaux, je dirais, qui cohabitent pour nourrir à la fois leur communauté, ça va jusqu'à vendre des porte-clés Aston Martin, et un canal qui est beaucoup plus orienté auprès de leur cible de clientèle. Alors deuxième point, c'est où est l'audience? Oui, quand je suis une marque de luxe, par exemple dans la joaillerie, je ne peux pas réduire mon travail, mon audience avec des influenceurs de l'horlogerie. Donc il faut que j'aille chercher mon audience au-delà de mon cœur de métier, au-delà de mon produit. Et c'est vrai que des marques comme Longines, par exemple, ont des écosystèmes, des territoires qui vont bien au-delà de ça, dans le domaine de la compétition, Hermès, dans le domaine de l'équitation. Et il faut savoir aller chercher notre audience dans mes territoires de marque, au-delà juste des produits qui sont fabriqués par la marque. Troisième point, ce sont les conflits de personnalité. Quand on choisit des influenceurs, il ne faut pas choisir n'importe qui. Voilà, et c'est très important, c'est quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par ces influenceurs. Les marques de luxe, évidemment, sont caractérisées par la forte valeur qui est attachée à la marque. Comment est-ce que je peux m'associer à d'autres personnes qui ont leur propre personnalité et m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit? Nous, chez Tracker, on travaille en particulier avec un joaillier suisse qui s'appelle De Grisogono, et ces gens-là sont capables d'écouter leurs influenceurs jusqu'à 6 à 9 mois avant de décider avec qui ils vont travailler en fonction de leur personnalité et en s'assurant que leur personnalité va être en ligne avec la personnalité qui est également très forte de la marque. Quatrième point, l'exclusivité à grande échelle. Est-ce qu'on s'arrête à 10 influenceurs? Est-ce qu'on va au-delà? Oui, et à un moment, c'est bien de travailler avec 3 ou 4 blogueurs, mais si on veut augmenter l'impact de notre programme et qu'on commence à augmenter la taille de nos communautés, comment est-ce qu'on fait pour garder ce sentiment d'exclusivité, cette qualité de relation, de personnalisation qui va faire la force du programme? Et on va faire ça en segmentant notre audience, en segmentant nos territoires, en développant notre communauté d'influenceurs sur différents territoires géographiques ou territoires affinitaires. Et c'est vraiment un point d'attention important qu'il va falloir garder en tête. Donc même chose, on va aller essayer d'élargir le spectre de l'influence sur d'autres domaines. Le 5e point, c'est est-ce qu'il faut payer les influenceurs? C'est une grande question. Moi, chez Tracker, on n'a pas de parti pris par rapport à ça. Et il faut reconnaître que quand on demande à des gens qui sont des créateurs de contenu de passer du temps sur votre marque soit pour faire des shootings ou faire des productions, il faut reconnaître ça comme un travail. Maintenant, ce qu'on dit par contre, c'est qu'il faut que la relation entre la marque et l'influenceur aille au-delà de ça. Il faut qu'elle soit authentique. Le propos même de la raison pour laquelle on travaille avec ces gens-là, c'est aussi de créer des recommandations authentiques, des relations organiques qui vont créer une vraie affinité entre la marque et l'influenceur avec lequel on travaille. Donc payer pour du travail réalisé, pourquoi pas, mais la relation doit aller bien au-delà en termes d'affinité. Et puis n'oublions pas que les marques de luxe sont aussi parfois extrêmement
fortes, elles ont des communautés très engagées. Le livre blanc parle d'une marque de montre de très grand luxe qui s'appelle Mearson, et eux ne travaillent exclusivement que de façon organique. Pourquoi? Parce que les gens avec lesquels ils travaillent sont extrêmement engagés et amoureux de la marque et sont extrêmement heureux de travailler avec elle. Donc on peut les payer, mais il faut aussi de l'amour, puis surtout il faut de la transparence. Ça c'est le point qui m'importe au premier chef. Alors le 6e point, c'est est-ce qu'il faut laisser faire ou non? Parce que les marques de luxe sont un peu paranoïaques, si je reprends tes termes. Est-ce qu'il faut lâcher prise et laisser faire des créateurs à leur manière? Ben, tu as raison, les marques de luxe ont cette tradition d'avoir un grand contrôle sur leur image, sur leur communication. Et évidemment, c'est sans doute d'ailleurs l'étape la plus difficile pour les marques de luxe qui travaillent avec des influenceurs, c'est comment est-ce que je leur laisse leur espace de création à eux aussi. Et comment j'admets que je puisse collaborer avec des gens qui vont quelque part faire de la marque ce qu'ils veulent, ou en tout cas l'amener vers des choses, des territoires, des créations qui ne sont pas forcément contrôlées par ma directrice de marque. Alors point suivant, le statut social et la vie privée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, quand on est dans le luxe, et en particulier quand on commence à travailler avec notre communauté de fans et d'acheteurs, il faut être extrêmement attentif à la vie privée. On est dans des milieux qui cultivent le secret, qui cultivent le côté privé de leur vie. Il va falloir être extrêmement transparent dans les règles d'engagement qu'on met en place pour respecter cet environnement. 8e point, être local et local, parce qu'il y a un influenceur qui est influenceur à San Francisco, il n'est pas influenceur aussi à Ouagadougou ou à Cachon. Alors, il y a des influenceurs qui sont des influenceurs internationaux, globaux en particulier, des grands influenceurs anglo-saxons, mais la réalité de l'influence, c'est qu'elle est extrêmement locale, en particulier en Europe d'ailleurs, à cause des langues et de la force des communautés régionales. Et là, c'est extrêmement important pour les marques de luxe de mettre en place un programme, un système de gouvernance qui va pouvoir combiner sans doute une stratégie, une approche globale, parce que les marques de luxe sont des marques globales, avec une exécution locale qui va leur permettre d'engager les communautés sur leurs différentes régions. Dernier point, et non des moindres, quête de perfection et savoir-faire. Oui, il y a une attente de la part des marques de luxe qu'on soit dans du cousu humain, dans de la dentelle, et ça se reflète aussi dans les attentes qu'on a dans leur façon de gérer la relation. Quel est le niveau de professionnalisme de gestion d'un programme? Comment est-ce qu'on s'assure que la marque part d'une seule voix aux différents influenceurs? Donc il y a en effet une exigence de qualité en termes de mise en place et de gestion de programme qui est absolument clé. Puis en conclusion, Nicolas, j'aurais presque envie de dire que cet essai sur le luxe, il pourrait être transposable à n'importe quel domaine, même dans le B2B d'ailleurs. Oui, c'est intéressant, et les marques de luxe ont un curseur très fort à cause de l'importance qui est apportée à la valeur de la marque, mais la plupart des thématiques qu'on a soulevées avec Minter dans ce papier blanc, tu as raison, sont applicables dans le B2B, mais aussi dans la tech, dans la cosmétique, dans plein d'autres secteurs.